Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Jamais trop d'art. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour parler d'art, aujourd'hui, nous parlerons de la peinture en contexte esclavagiste et post-esclavagiste au XIXe siècle jusqu'en 1943. Et ceci à travers le travail d'une historienne d'art qui a écrit un ouvrage de référence qui vient d'être publié et qui est aussi commissaire de 2 très belles expositions en Martinique et en Guadeloupe. Nous recevons Christelle Lozère. Christelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre Merci. plateau de Zitata. Merci beaucoup. Nous sommes ravis donc de vous recevoir et de parler donc de votre ouvrage qui vient de sortir. Un ouvrage, comme je le disais en introduction, qui s'intitule Histoire de l'art des Antilles françaises en contexte esclavagiste et post-esclavagiste, pratiques, réseaux et échanges artistiques, paru aux presses universitaires des Antilles en 2025 dans la collection Art et Esthétique. Tout à fait. Alors Christelle, vous êtes professeure des universités en histoire de l'art, directrice du département d'histoire à l'Université des Antilles. Vous êtes critique et commissaire d'exposition. Vous êtes aussi présidente du comité scientifique au MACT en Guadeloupe. Tout à fait. Beaucoup de casquettes différentes, effectivement. Et président de l'Association des historiens de l'art des Outre-mer. Voilà, vous avez d'autres titres. D'autres casquettes, effectivement. Bon, écoutez, on vous reçoit par rapport à cet ouvrage et à tout ce travail de recherche que vous avez fait sur cette peinture du 19e siècle. Pouvez-vous nous expliquer un peu le cheminement de ce travail, comment vous avez fait pour assembler autant de pièces? Alors, en réalité, c'est le fruit d'un long travail de recherche de plus d'une dizaine d'années, puisque je suis à l'Université des Antilles, d'abord comme maître de conférence, puis aujourd'hui comme professeur, depuis presque 14 ans. Et on va dire que c'est 10 ans de recherche dans les archives, donc en dépouillant la presse, les annuaires, les catalogues, en allant dans les musées, en rencontrant des collectionneurs privés, pour écrire cette histoire de l'art des Antilles dans ce contexte esclavagiste et post-esclavagiste. Donc c'est vraiment un travail de fourmi, avec systématiquement un travail de généalogie. Il s'agissait de repérer des noms d'artistes dans les archives et de tirer le fil pour s'intéresser à des trajectoires individuelles et collectives qui ont traversé aussi la Martinique. Et ça a toujours été le fil conducteur de votre recherche? Oui, en fait, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de découvrir des artistes, de constituer un corpus. Aujourd'hui, j'ai trouvé à peu près 600 artistes qui ont vécu en Martinique, qui sont passés en Martinique, ou un peu plus rarement, parce que je les mets un peu de côté, ont représenté la Martinique avec un corpus d'œuvres que j'ai pu retrouver, constituer et qui augmente en permanence d'autour de 8000 œuvres. J'inclus aussi des œuvres de la Caraïbe proche, des petites Antilles, grandes Antilles, afin de pouvoir comparer et de vraiment intégrer cette histoire de l'art des Antilles dans la Caraïbe de manière décentrée. D'accord, mais comment pour nos téléspectateurs, comment vous y prenez pour pouvoir faire ces recherches et retrouver ces artistes et ces œuvres? Alors c'est vraiment un travail d'enquête, c'est ce que je dis à mes étudiants. Donc pendant des années, je suis allée dans la presse, par exemple. C'est une source assez incroyable. Et j'ai remonté le fil avec mes bobines à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore de numérisation. Et j'ai reconstitué toute la vie artistique, au-delà même de la peinture, en Martinique. De l'année, par exemple, 1920, 21, 22, 23. Je remontais les bobines et dès que je découvrais un événement, je le consignais dans des bases de données. Voilà, c'est la méthodologie de la chercheuse. Et si j'avais des noms, je les consignais. Et à partir de là, je faisais un travail de généalogie. Je questionnais les bases des musées pour trouver les œuvres. Ou alors c'est par les œuvres, c'est-à-dire une salle de vente ou une collection privée font qu'on va découvrir des noms d'artistes. Et aujourd'hui, j'ai un corpus qui augmente en permanence. Et finalement, dès qu'on met le nez quelque part, on découvre d'autres artistes, parce qu'il y a aussi, par exemple, des artistes britanniques, américains. Voilà, on est dans une circulation permanente dans la Caraïbe et on découvre toujours des nouveaux artistes. Vous avez fait des résidences également pour pouvoir... Alors oui, c'est vrai. Donc j'ai eu la chance, on va dire que c'est à partir du modèle noir en 2019 qu'il y a eu vraiment un éclairage de l'histoire de l'art, de la discipline,
discipline sur ces questions autour de l'histoire de l'art, le genre, la race. On a questionné les modèles et ça m'a permis d'être dans une période, je pense, favorable, puisque j'ai fait, par exemple, un séjour à l'Institut national d'histoire de l'art pour travailler sur la présence des artistes antillais à Paris, dans les salons. Puis j'ai été invitée au Clark Art Institute, à la fois pour commencer à préparer le projet de l'exposition Guillon Le Thiers, mais également pour travailler sur les collections antillaises dans les collections américaines. J'ai été invitée à Cambridge, à la Villa Vassiliès pour travailler sur les femmes, puisque c'est un axe qui est très important pour moi sur l'invisibilité des femmes dans l'histoire de l'art. On va en reparler, mais aussi des afro-descendants, on va en parler également. Et puis surtout 6 mois quand même au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, pour travailler en collaboration avec Sarah Ligné, conservatrice du fonds, sur les collections antillaises et qui va donner lieu à Peindre à la Martinique. C'est ça, mais toujours avec cet axe de peinture dans les Antilles françaises. Oui, c'est Guadeloupe, Martinique, c'était vraiment... mon livre débute au 19e siècle, mais quand on le lit, je remonte au 18e siècle. Oui. Mais comme je ne suis pas spécialiste véritablement du 18e, j'ai commencé à... il a fallu bien sûr travailler sur les prémices, peut-être un prochain ouvrage plus centré sur le 18e. Mon cœur de travail, c'est le 19e. C'est ma formation et le début du 20e siècle. C'est ça. Alors, avant de rentrer dans le contenu de ce livre, j'ai envie de vous demander quel enseignement principal tirez-vous de toutes ces années de recherche et quelque part de ce premier aboutissement en fait de ce travail qui est mis sous les projecteurs aujourd'hui? Moi, je me sens vraiment très, très chanceuse. Je trouve que je fais un métier magnifique. C'est un métier de passion. Et en fait, au départ, il y a peut-être une dizaine d'années, je savais pas ce que j'allais trouver. C'était une période qui était très peu abordée, où effectivement, il y avait de la littérature un peu sur cette période. Soit on disait qu'il n'y avait rien, soit que c'était le fait que d'artistes européens ou de passage. Donc, je suis très heureuse parce que, d'une certaine manière, je trouve que le passé éclaire le présent. Et c'est une consécration. Alors, cet ouvrage est une habilitation à diriger des recherches. Donc, j'ai soutenu ce manuscrit, en fait, c'est le manuscrit inédit de cette habilitation à l'Université Panthéon-Sorbonne, qui a donné lieu donc à cette publication. Donc, j'en suis très heureuse et ça pourra, je pense, servir de manuel aussi pour nos étudiants et de livre référence pour les prochaines générations. Absolument, parce qu'il est très détaillé, très fouillé dans toutes les périodes et toutes les étapes que vous expliquez. Alors, quelque part, il y a un triple dévoilement, parce qu'il y a donc cette sortie d'ouvrage qu'on salue aujourd'hui, mais en fait qui se concrétise par 2 expositions simultanées, assez incroyables. Une première exposition à la Martinique, à la Fondation Clément, Peindre à la Martinique, où vous exposez plus de 150 œuvres. Oui. Et puis aussi une exposition en Guadeloupe, au MACT, puisque vous mettez en lumière un artiste guadeloupéen, Guillon Le Thiers. Tout à fait. Alors comment est-ce que c'est une coïncidence? Oui, c'est une coïncidence et en même temps non. Parce que rien ne vient au hasard. Je dirais que c'était le bon moment, le fait que je devienne professeur des universités. Et j'en mesure maintenant toute l'importance, parce que ça génère aussi de la recherche, et puis des doctorants, des masters, des doctorants. Voilà, donc c'est cet aboutissement, après l'HDR, d'être professeur, et puis cette opportunité que j'ai eue d'être invitée dans des résidences, dans des fellows. Donc Guillon Le Thiers, ça a débuté au Clark, puisque j'avais été invitée dans un workshop avec les grands spécialistes de Guillon Le Thiers. On était tous aux États-Unis, dans ce projet d'exposition, d'abord au Clark, puis au Louvre, et il y avait déjà cette idée qu'il y aurait un 3e volet, puisque l'artiste qui a eu une trajectoire exceptionnelle, né esclave, et ensuite il va devenir directeur de l'Académie de France à Rome, professeur à l'Académie des Beaux-Arts, c'est improbable, incroyable. Et donc cette initiative vient des États-Unis. Projet Le Louvre, ce qui en soi était incroyable également, mais bien entendu une 3e étape, celle de la Guadeloupe, artiste guadeloupéen, voilà. Et déjà le Clark que j'avais reçu en Guadeloupe il y a peut-être quelques années m'avait déjà prédestiné à être commissaire d'exposition de cette exposition en Guadeloupe. Voilà. Et pourquoi cet intérêt pour ce Guadeloupéen aux États-Unis?
Alors, parce que le Clark avait fait l'acquisition de dessins de Guillaume Lethière, et puis après enrichi ses collections. Et ben, c'est un artiste qui a pas eu, qui était un peu oublié, effacé. Bon, même si ses œuvres étaient au Louvre, il n'avait jamais eu une véritable monographie célébrant ce grand peintre néoclassique, concurrent de Jacques-Louis David et surtout guadeloupéen, caribéen. Donc les États-Unis ont vu là une belle exposition et une volonté de rendre hommage à cet artiste aussi afrodescendant. Voilà, c'est venu de là. Et alors ça, c'est la première étape. Et effectivement, avec le Memorial Act, l'arrivée de la nouvelle direction, ma nomination d'abord comme membre du comité scientifique, puis présidente en janvier de l'année dernière, tout naturellement, le Clark a demandé au Louvre, et le Louvre était tout à fait d'accord pour que je sois co-commissaire de cette exposition. Donc nous sommes 3. Donc Marie-Pierre Salé, qui est conservatrice au Louvre, Frédéric Régent, historien, et moi-même, qui chapeautais le choix des œuvres avec toute l'équipe du MACT. Et c'était vraiment, on a vécu une très très belle aventure. Et en même temps, le projet avec la Fondation Clément, je sortais juste de 6 mois au musée du Quai Branly, là avec une belle collaboration avec le musée. Une donation incroyable que j'ai suscitée aussi, mais on reviendra peut-être dessus, autour de Rabardel. Et donc, ces 2 projets en même temps. Moi qui débute le commissariat, alors une petite exposition que j'avais fait l'année dernière au Grand Palais quand même, dans une biennale. Mais voilà. Oui, exact. Voilà, et tout part d'un coup, je me retrouve à la tête de 2 expositions, mais en réalité 3, puisque je suis aussi commissaire d'une exposition qui va bientôt arriver, en 2027-2028, Paris-Caraïbes, mais au musée Carnavalet, mais j'en dis pas plus, c'est pas secret. Donc 3 expositions en même temps, voilà, donc c'est extraordinaire pour moi. Oui. C'est extraordinaire aussi parce que ça vous permet de rayonner auprès du grand public, de faire connaître cette période auprès du grand public. Tout à fait. Alors déjà, c'est bien parce que aussi, depuis nos territoires, c'est vraiment ce qu'on a perçu depuis la Guadeloupe et ici aussi, mais à la Fondation Clément, bien sûr, la Fondation a l'habitude de grandes expositions, mais c'est vrai que au Memorial Act, on avait eu le modèle noir, et là, c'est une étape en fait. Et là, on montre, en plus en collaboration avec le Louvre, ce qui est assez incroyable. C'est le top du top. Collaboration avec le Louvre et avec le musée du Quai Branly. Et le musée du Quai Branly, voilà. On montre aussi que dans nos territoires, on peut faire de belles et grandes expositions, et qu'on peut accueillir aussi des œuvres qui viennent du Louvre, mais aussi de très grands musées. Donc, et en même temps, il n'y a pas mieux que des expositions pour toucher un public qu'on ne touchait pas. Et on voit bien, comme en Guadeloupe, alors l'idée de l'exposition en Guadeloupe, c'était d'en faire une exposition vraiment guadeloupéenne, et de faire Guillaume Lethière né à la Guadeloupe comme véritablement Guillaume Lethière né à la Guadeloupe. Donc quand on rentre dans les salles, tout de suite, le visiteur doit s'approprier, avec un vrai ancrage, avec la généalogie de Guillaume Lethière, le fait de toute la généalogie maternelle, puisque sa maman était mulâtre, esclave, une deuxième salle avec les livres de couleurs, et les dernières salles où on va vraiment intégrer ce parcours dans les prémices de la peinture à la Guadeloupe à la fin du XVIIIe siècle. Donc ça permet, à travers les salles, et la musique du Chevalier de Saint-Georges, tout de suite, d'avoir que le public guadeloupéen déjà découvre un artiste qu'il ne connaissait pas véritablement, même s'il y avait un gros travail qui avait été fait, notamment par Richard Victor Saint-Silly et bien d'autres avant, pour le faire connaître. Et donc c'est important pour la population de pouvoir dire, d'être fier de cette histoire de l'art, et c'est pareil pour la Martinique. C'est la même volonté. Se dire qu'il y a vraiment une histoire de l'art qui vient, et qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'il y ait de l'art ici. Absolument. En fait. Alors sur cette exposition en Martinique, vous exposez 150 œuvres issues de collections privées, et aussi une grosse partie de la collection du Quai Branly. Oui.
Comment vous y êtes pris sur le choix, sur la... Ah mais c'était extraordinaire parce que ça correspondait tellement à la continuité de ma résidence de recherche en délégation CNRS. C'est-à-dire qu'on avait déjà tout sorti, toutes les œuvres avec Sarah Ligné, qui est une collaboratrice exceptionnelle, et Anne-Solène Roland, qui était aussi la responsable voilà, des collections et qui m'avait invitée fortement à candidater pour cette résidence. Et donc, avant même la fin de ma résidence, on avait déjà un peu réfléchi. C'est vrai que ça a facilité tellement les choses. Alors, qui sont ces peintres que vous exposez ? Les peintres, juste simplement dire pour le musée du Quai Branly, c'est pas juste une exposition. Et d'ailleurs pour la Martinique, il y a eu un énorme travail de restauration. Oui. Depuis la Martinique, mais aussi depuis le musée du Quai Branly, pour faire de cette exposition, pour la rendre exceptionnelle. C'est pas que l'exposition, c'est toutes les collections antillaises qui ont été, restaurées, comme le Masurier, les Rabardelles, restaurées. Oui. Et c'est une vraie volonté du Quai Branly aussi de faire une belle exposition avec nous. D'accord. Voilà. Alors, un point les peintres, voilà. Parce qu'on ne soupçonnait pas qu'il y avait cette restauration d'œuvres au départ. Surtout, je pense que je suis la première chercheuse à s'intéresser à ces collections antillaises. Alors, bien sûr, il y a certainement eu des recherches un petit peu ponctuelles sur tel artiste ou tel artiste, des collections. Surtout que c'est des collections un peu tabous, puisqu'elles viennent des fonds du musée colonial. Mais il fallait lui donner une temporalité et une contextualisation qui était très importante pour comprendre ces œuvres. Voilà, donc c'est vraiment une superbe collaboration et une mise en avant d'artistes peu connus, mal connus, inconnus. Alors justement, ces artistes, qui sont-ils ? Alors, disons que la volonté mon scénario, c'était justement de sortir des préjugés qu'on avait quand on me parlait de l'histoire de l'art de cette période. Ce ne sont que des Européens qui ne sont jamais venus en Martinique, qui travaillent dans l'atelier, qui travaillent à partir de cartes postales. Voilà, il n'y a pas de Martiniquais ou très peu, ne parlons pas des Afro-descendants. Oui. Voilà, donc mon choix, le parti pris de cette exposition, c'était vraiment de choisir des œuvres qui avaient été faites en Martinique. Voilà. À part une partie où on va parler du Paris noir martiniquais, mais toutes les œuvres, je sais que dans les archives, j'atteste que l'œuvre, l'artiste est venu en Martinique ou est martiniquais et natif. Il y a plusieurs profils. Natifs, des personnes qui sont venues et qui se sont installées un temps plus ou moins long, ou des personnes qui, de manière très ponctuelle, sont venues et ont représenté la Martinique. Et on sent les différences. Et l'idée, c'était aussi de mettre en valeur, de décentrer, c'est-à-dire de faire de Saint-Pierre ou de Fort-de-France ou Fort-de-France des centres artistiques, de Paris aussi une périphérie centrale, et de montrer que depuis Saint-Pierre et Fort-de-France, il y avait aussi une activité artistique et que les artistes qui étaient là, on n'était pas forcément visibles depuis Paris parce que considérés comme inexistants ou non artistes, ou pas intéressants, pour diverses raisons de statut, de race, de genre, etc. Et l'exposition, c'est surtout mettre en valeur ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les professeurs des lycées, dont certains sont extrêmement doués, je vois Rabardel ici, voilà, et qui ont fait avancer, qui ont démocratisé ces pratiques artistiques. Ah oui, il y a donc cette dimension d'enseignement d'école d'art qui se crée, essentielle pour vous, vous le soulignez dans l'exposition. Oui. Parce qu'elle a permis de former en fait des générations d'artistes. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le point aussi dans mon livre, on constate qu'il n'y a pas d'académie d'art. À Paris, il y a l'Académie royale, puis l'Académie des beaux-arts. En province, il y a l'Académie de Bordeaux, Rouen, etc. Mais il n'y a pas d'académie d'art en Guadeloupe ou en Martinique. Oui. Donc le seul moyen, quand on veut devenir artiste, c'est de quitter la colonie pour partir se former à Paris. Et donc seuls les classes aisées ou seuls ceux qui peuvent avoir accès à cette migration et puis pouvoir vivre peuvent pratiquer les arts ou en tout cas être considérés comme des artistes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des afrodescendants, des esclaves ou des libres de couleur. On le voit en Guadeloupe avec Guillaume Lothière, mais également Benjamin Roland. Mais c'est très compliqué. Donc l'un des enjeux depuis la colonie,
sachant qu'en plus il y a une sorte de ségrégation. Voilà, il y a eu aussi un rôle dans la démocratisation, l'ouverture de l'art. On voit bien qu'il y a une pression sur les artistes professeurs, qui sont en général des petits artistes, hein, pour que les enfants, les libres de couleur, n'aient pas accès, ou en tout cas dans des classes séparées. On sent une pression, une volonté de garder les beaux-arts comme quelque chose de pur et réservé à l'élite. Voilà. Et donc on sent bien cette pression. Ça ne veut pas dire quand on interdit qu'il n'y a pas, au contraire. Et on voit bien cette conscience dès la seconde moitié, enfin, après 1848, que c'est très important de contrôler son image. On va le voir avec la photographie ouais. Où on voit notamment la bourgeoisie de couleur qui va se saisir de la photographie pour se faire photographier de manière réaliste. Avec Hartmann. Au moment même où, en Europe et ailleurs, la caricature, la déshumanisation, les expositions universelles, on voit bien qu'il y a une volonté de se faire représenter dignement. C'est ça. Voilà. Contrôler son image. Contrôler son image pour pouvoir la fixer. Et après, on voit, à la fin du 19e siècle, on va dire le lycée républicain va permettre l'école laïque, garçons-filles, d'avoir un certain nombre d'enseignements gratuits. Et on voit bien comment de la Guadeloupe et de la Martinique, on va se saisir de ça pour pouvoir démocratiser, déracialiser les pratiques artistiques. Alors un petit peu différemment en Guadeloupe qu'à la Martinique. En Guadeloupe, on va choisir, pour être certain qu'il y a vraiment cette démocratisation et déracialisation, un peintre, un professeur de dessin qui est haïtien, de l'école haïtienne, alors que la Martinique, c'est plus complexe. Et les premiers professeurs sont, on va dire, de l'Hexagone. Ce sont des élèves des Beaux-Arts, mais qui certainement sont républicains. Alors, le premier, ça marche pas trop, hein, c'est Fulconis très vite et rentre dans les milieux aisés, mais surtout le deuxième qui est Rabardel. Voilà, et mettre en place très très vite la première génération d'artistes certifiés, jeunes, de dessin, de musique, dont la première est la fameuse Alice Alban. Voilà. Qui fait des dessins magnifiques. Née Cornette de Saint-Cyr, mais métisse par sa maman, Mademoiselle Tavy, qui certainement était une artiste, parce qu'on la voit aussi enseigner au pensionnat colonial. Et le rôle du pensionnat colonial et du lycée de Saint-Pierre, puis à Fort-de-France, va être crucial dans le développement des arts, que ce soit la peinture, la littérature, la musique. On sent qu'ils sont déterminés à ne pas être bons, mais extrêmement bons. C'est ça, pour se démarquer. Pour se démarquer et prouver qu'ils sont dignes des beaux-arts. Voilà. Aujourd'hui, on a cette vision des beaux-arts qui sont occidentales, un modèle, mais il faut imaginer ce que les artistes vivaient, de ne pas être considérés comme des artistes, ne pas être dignes des beaux-arts, ne pas avoir une beauté digne des beaux-arts. Et en réalité, dans cette période-là, c'est ça la revendication. Être représenté dignement. Et on voit comment ici, dans l'œuvre de Rabardel, Thibouat, certainement, c'est à creuser. Alors, il faisait beaucoup de portraits. Beaucoup de portraits réalistes. Mais avant, il y avait aussi beaucoup de paysages. Oui. Alors ça, c'est l'école du paysage. La période d'avant, paysage caribéen. Tout à fait. Où on occultait un peu la réalité sociale, quand même. Alors, oui. Moi, je pense qu'il y a deux étapes dans ce paysage. La première qui est en contexte esclavagiste. Alors ça, c'est l'importance de l'école anglaise. Donc le travail aussi était très important de resituer dans la Caraïbe et de montrer que oui, il y avait une influence parisienne des modèles, mais elle pouvait aussi venir depuis la Caraïbe. Parce qu'on sait bien qu'en Martinique ou en Guadeloupe, il y a la Dominique, et puis on est les petites et grandes Antilles, des jeux d'occupation anglaise, etc. Et ce paysage, ça vient des Anglais. C'est eux qui, avec le paysage pittoresque, le romantisme anglais, va apporter, surtout dans les périodes d'occupation de la Guadeloupe et de la Martinique, ce paysage avait ce que j'ai appelé le grand tour caribéen. Et donc, dans la période esclavagiste, surtout au moment où on va rétablir l'esclavage, alors plutôt depuis la Guadeloupe, puisque la Martinique, c'est plus complexe, on va souligner la grandeur du paysage économiquement intéressante, et les esclaves sont de dos, floutés, au travail. Voilà. Mais la deuxième partie, post-esclavagiste, on voit qu'on est aussi dans un réseau en lien avec le tiers, parce que le tiers, depuis Paris, a tout un réseau caribéen, enfin guadeloupéen et caribéen, et ils sont dans cette continuité. Et pour certains artistes du paysage, c'est le cas de, par exemple, Michel-Jean Casabon, qui est le fils d'un libre de couleur de la Martinique, et également, il est originaire de Trinidad. Le paysage, c'est aussi pour
dans la sensibilité, d'énoncer le préjugé de race. Donc c'est plus complexe que ça. Le paysage pittoresque, ce sont des codes, des manières de représenter le paysage, et après c'est l'artiste qui va en mettre des indices pour montrer l'histoire en marche. Et alors après, il y a eu cette Première Guerre mondiale qui a été incroyable. Une explosion des talents artistiques, Oui, alors, en local, mais aussi ensuite à Paris. Alors voilà, donc en fait, de manière improbable, jusque-là, avant la Première Guerre mondiale, on ne peut pas dire véritablement qu'il y a une école martiniquaise. On voit des enseignants qui commencent avec des écoles de garçons, de filles, donc Rabardel qui fait un travail certainement exceptionnel avec sa collègue Alice Alban, mais on est aux prémices. Et dans la Première Guerre mondiale, c'est un concours de circonstances, 2 artistes, dont Pierre Baudard, prix de Rome, est mobilisé à la Martinique, voilà, et une association qui sont les œuvres de guerre, le foyer colonial, a pour but de récolter des fonds pour les soldats sur le front guadeloupéen, martiniquais, etc., pour aider les familles. Et donc, de 1915 à 1918, nos artistes, en collaboration, en amitié, je dirais, avec les lycées, donc Louis Achille, les sœurs Nardal, Marie Didier qui deviendra la grande Mayota Almaby, d'ailleurs c'est elle qui est le moteur de tout ça, vraiment, elle va avoir la Légion d'honneur pour ses œuvres de guerre. Les sœurs de Buc, dont Mano épouse Pierre Baudard, vont sillonner la Martinique pour récolter des fonds. C'est la première fois qu'on va s'organiser pour avoir la première exposition d'art à la Martinique, à l'Hôtel de Ville. Voilà, et certainement les dessins, les portraits que vous voyez de Rabardel viennent de là, et on voit déjà des collaborations. Et puis il y a eu l'entre-deux-guerres avec... L'entre-deux-guerres, voilà. Je pense que c'est la Première Guerre mondiale qui a permis de vraiment souder les artistes. Alors, ceux qui étaient mobilisés quittent la Martinique, ils vont vivre à Paris, mais ceux qui restent vont permettre vraiment à cette école martiniquaise de s'épanouir par le projet du premier musée de la Martinique à la Chambre de commerce, sous la direction de Théodore Bode. Alors, musée qui n'a jamais véritablement se développer, puisqu'il n'y a pas de fonds, parce qu'on ne comprend pas pourquoi on veut un musée d'art et un développement de l'art à la Martinique. En tout cas, c'est toujours d'actualité. Voilà, on met beaucoup de bâtons dans les roues. Et pour prouver encore qu'il y a de l'art, on voit même de l'histoire de l'art qui se met en place, des chroniques dans la presse, et on fait beaucoup d'activités. J'ai retrouvé une trentaine d'expositions entre 1923 et 1937 avec des artistes insulaires comme Fernand Bailly, dont la maman était mulâtre, famille de libres de couleur, qui enfin, cette période-là, peut être considéré comme artiste, alors qu'il est déjà très âgé. Son fils, Fernand Peuve, ces noms parlent un petit peu, c'est le début de Marie-Thérèse Longfou, Paul Charpentier, des artistes qui sont installés, comme Bernard Arostegui, Baljan, et qui vont se souder. Et puis des premières résidences d'artistes qui se mettent en place avec Millière, Bernard Lamotte, Marcel Féguine, Maurice Ménardeau, déjà dans une idée, petit à petit, de développer des commandes entre art et tourisme. Tout simplement parce que Théodore Bode est le directeur du musée, mais aussi le président du syndicat d'initiative. Avec ce fameux tricentenaire. Avec le fameux tricentenaire, où on est vraiment dans la propagande assimilationniste, et en même temps une grande volonté depuis nos territoires, même s'il y a une manifestation anti-tricentenaire. C'est très complexe, et je vous invite à lire le livre, parce qu'en fait mon livre c'est la complexité. Bien sûr. Moi ce que j'aime c'est la complexité, rien n'est simple, et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait les choses. Et donc ce pavillon en Martinique à la porte du tricentenaire, le pavillon Bode, où nos artistes, Fernand Bailly, la jeune Marie-Thérèse Longfou, première femme sculptrice de la Martinique, ont plein d'espoir, parce que dans le bateau de la croisière du tricentenaire, il y a des artistes, il y a des ministres, ils ont espoir que peut-être enfin on va voir cette scène martiniquaise, et qu'ils vont avoir des financements et un musée, et qui sont très déçus parce qu'on parle très peu d'eux à la fin du tricentenaire. Voilà, et on met plutôt en avant les artistes coloniaux depuis Paris. Écoutez, c'est une histoire passionnante. On a juste envie de détailler tout ce que vous venez de dire dans votre livre et d'aller découvrir ces expositions. Cette émission s'achève, Christelle. Merci. C'était rapide parce que forcément, il y a beaucoup de choses à dire encore, mais je vous invite, chers spectateurs, à lire le livre de Christelle et surtout à aller découvrir les 2 expositions.
Merci Merci beaucoup. Claire. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission s'achève et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Jamais trop d'art pour découvrir un nouvel artiste et son univers. À bientôt.